Attention, cette vidéo contient des spoilers. Merci de votre compréhension. Ceci est un message délivré par la brigade des spoilers. Salut à tous et à tous et bienvenue donc dans le Coffee Time Show, la deuxième de 2016, c'est parti et il y a Erwan. Salut Erwan. Salut, ça va? Green n'est pas encore sorti mais c'est en moi. Fais attention. Et il y a moi Arthur, donc salut moi Arthur. Salut. Impeccable. Ça va. Le Lui, mec, tu le frappes pas, hein. le mec prend une voix sexy, toi. Salut, ça va. C'est parce qu'il peut s'énerver aussi. C'est pour ça que tu le frappes pas, lui. Ah mais non, je le frappe, je le frappe mais hors caméra. Donc voilà. Ça, son bruit. Non, bon, alors émission bon, tout à fait classique on va dire. Donc on va commencer par un focus donc qui va parler des petites séries qui interviennent pendant la pause hivernale. Donc vous inquiétez pas, il y aura des exemples donc durant la chronique. Vous l'attendez, c'est le débat sur le nouveau Tarantino, The Hateful Eight. Ça y est, on l'a vu, on va en parler devant vous. Et puis bon, on va continuer Derrière, ça serait con. Exactement. Et en plus, voilà, c'est vrai que ça serait très très con. Et puis bon, on va terminer l'émission par un coup de cœur, voilà. Et là, c'est un petit coup de cœur un peu classique. Bon, on vous le dit maintenant, c'est un coup de cœur qui est consacré principalement à l'épisode spécial Noël de Sherlock. Voilà. On avait un peu parlé la dernière fois. On en a parlé et en fait, on a décidé vraiment de concentrer le dernier tour de table sur Sherlock. Voilà. Et ben c'est parti, donc on va attaquer le focus. On est parti donc pour le focus et on va parler donc des séries qui arrivent en fait dans la pause hivernale. Donc ça y est, on va commencer. Arthur, tu commences et parle-nous donc d'une série que tu as envie de parler. Je vais commencer par la série, je pense, plus attendue pour un peu l'univers geek, c'est DC et Legends of Tomorrow. Qui est, ça y est, on attaque là déjà. Ouais. Ça, qui est du coup le spin-off ouais. de grandes séries. Ça va être une grosse émission là, on parle que du gros truc. Hein. Là, c'est aujourd'hui, sans déconner, c'est ouf. Hein. Donc du coup, le spin-off du coup de Flash et Arrow, qui pour moi, je pense, ça va bien se lancer. Je pense que c'est ce qu'ils n'ont pas voulu mettre dans Arrow et Flash, ils vont le mettre dans Legends of Tomorrow. Ouais. Et non, je m'y attends bien. Je m'attends à une bonne série, un peu comme Arrow et Flash. J'espère que ça va pas partir comme Arrow. Voilà, ouais, on est d'accord. Alors, bon, ouais, je ne pense pas. Vas-y, si tu veux débattre. Vas-y. Ah bah écoute-moi, ouais, moi je vais me battre. Non, il n'y a pas grand-chose à dire. Non, moi je suis d'accord avec toi. Ça va. Je pense que ça va être très bien. Mais de toute façon, il y a Arthur Darville qui est dedans, donc voilà, Henry Punter, c'est le Wouvian qui parle. Mais sinon, non, voir tous les personnages qui sont secondaires dans les séries, prendre la tête de l'équipe, non, franchement, c'était bien. Puis en plus, ça a été le début de l'histoire a été super bien lancé avec le crossover avec le crossover Vandal Savage. Ouais, Vandal Savage, et puis donc merde, Auger et Hawkboy et Hawkman qui ont été excusez-moi, c'est un homme qui ont été ajoutés à l'équipe. Du coup, non, franchement, plus les deux grands méchants. Ouais, du coup, le crossover nous a fait 2 fois plus attendre. En fait, je pense que même le crossover, c'est limite un pilote. Mais c'est peut-être ça d'ailleurs. Je te jure. Hein. C'est limite, ils auraient pu le présenter en pilote. Voilà, donc globalement, vous voyez, donc ils étaient nombreux en plus. On prépare un petit peu une nouvelle série, donc tous ceux qui n'ont pas trop de paroles, on va les mettre dans une seule série, ça va claquer. Surtout qu'ils ont rajouté Firestorm. Non, ça va être du lourd. Bah, moi, je suis très confiant. White Canary aussi, qu'on n'a pas vu dans le Atom. Voilà. Ah oui, Atom qui revient, voilà. Ouais. Et puis là, ça y est, donc là, il y aura du coup Captain Cole. Captain Cole aussi. Vu les bandes annonces, tout ça. Ouais, Captain Cole. Ouais. Putain, j'ai hâte de le voir dans une équipe. Et puis il y a son confrère. Comment il s'appelle lui déjà? C'est Heatwave. Heatwave, c'est ça. Heatwave, joué par Dominic Purcell. Voilà. La team de Prison Break est sur prochaine saison de Prison Break. Bah ouais, en plus ça annonce. C'est vrai, en plus ça annonce super chelou. Prison Break, en plus t'as 2 autres méchants en plus dans les acteurs. Bah oui, il y a eu Vertigo, qui jouait John Vertigo et le Maître du Temps. Oui, le Maître du Temps qui était Robert Knipper. Robert Knipper. T-Bag, ouais. Qu'on ne revoit plus d'ailleurs, c'est dommage. Il était cool comme méchant. Robert Knipper était cool, ouais. Vertigo un peu moins. Alors, on va peut-être se retrouver, c'était bizarre. Comment il l'a mis en scène. Le jeune ou le vieux? Parce que non, mais le vieux. Oui, le vieux. Parce que le jeune, il était génial, c'est un acteur de Fringe. Faut regarder Fringe. Ça sans déconner, faut regarder Fringe. Donc voilà, on est à peu près d'accord sur Legends of Tomorrow. Hein. Oui, ça va être je pense que ça va être très très bon. Je pense qu'on en reparlera. Si on a vraiment des choses à dire, ça sera que du mal. Mais si on n'en parle pas, c'est que c'est à voir. Ouais. Parce qu'on va pas s'attarder dessus sur trop d'émissions quand même.
Là, on va passer de l'autre camp. Je veux qu'on parle un peu de Marvel. Vous savez que bon, ils ont leur série Marvel Agent of Shield. Je crois que tu es à jour, mon Erwan. Pas totalement. Non. Je suis à jour dans la saison 2 vu que je l'ai terminée. Et j'ai 10 épisodes de la saison 3 à voir que je n'ai pas encore vu. J'ai préféré, j'en ai parlé un petit peu, j'ai préféré terminer The Shield que j'avais presque terminé avant de regarder les 10 épisodes. Vu que j'ai encore le temps avant que la suite de la saison 3 soit diffusée, je vais pas tarder à les regarder. Mais en tout cas, ils m'ont foutu une sacrée claque là, avec la saison 2. Mais vraiment, hein, ils ont pris une telle... Quand tu penses à ce que c'était au début, quand tu penses à ce que c'était au début, les premiers épisodes, c'est quand même quelque chose. Quand tu vois déjà la fin de la saison 1 déjà. Non mais la fin de la saison 1 a été super bien avancée par Captain. Non mais voilà. Et la question qu'on se posait à la fin de la saison 1, qu'on se posait à la fin de la saison 1, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir garder le rythme dans cette saison 2 ? Ouais, ils l'ont fait. Hein. Ils l'ont démonté. Mais c'était mieux, puissant, beaucoup mieux. Ouais. La fin de la saison 2, ce double épisode d'1 heure et demie. Je n'en parle pas, mais il est génial. Et pourtant la mise en scène n'est pas ouf. Mais il y a des séquences de baston en plan séquence, notamment une avec Daisy en plan séquence et tout le bordel à travers, qui est magnifique. Il y a des tas de trucs franchement vachement bien, et puis il y a du pouvoir. Là il y a du pouvoir au moins. Saison 2, là il y a du pouvoir en chier partout. Et de ce qu'on a pu voir à la fin et de ce que j'ai vu les premières minutes de la saison 3, c'est gros merdier. C'est gros merdier. C'est curieux si dans Captain America 3 ils en parlent pas. D'accord. Il y a des villes à feu et à sang. Donc, D'accord. Non, voilà. C'est vrai que les enjeux prennent plus d'ampleur dans Agent of Shield. Moi, je voulais qu'on se concentre principalement sur Agent Carter. Parce que moi, c'est une série que j'ai beaucoup aimé la saison 1. L'ambiance était magnifique, sincèrement. D'ailleurs, au niveau des séries, on va dire un petit peu rétro, dans les années 50, tout ça. Bon, il y a la classique, Mad Men. Mais Mad Men, c'est pas pour tout public. C'est des publics avertis et tout ça. Là, Agent Carter, c'est vraiment une reconstitution dans le temps après-guerre. Et c'est super bien foutu. T'avais regardé, toi ? Oui, j'ai regardé toute la saison 1. Ah, j'avais adoré. T'avais aimé toi aussi ? Ouais, je l'ai vu. J'ai bien aimé ce côté un peu espionnage des années 40-50, ça j'ai adoré, franchement. Les 2 premiers épisodes m'ont pas foutu totalement dedans, c'est à partir du 3e que je suis d'accord avec toi. J'étais dedans. J'ai eu un peu de mal. J'ai eu un peu de mal au départ. À partir du 3e, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu t'accroches à tous les épisodes. Tu t'accroches à tous les personnages. C'est clair. Sans déconner, Agent Carter, donc ils ont fait une très très bonne saison 1. Et là, les enjeux prennent un petit peu plus, puisque là, ça y est, elle déménage. Donc elle était à New York. C'est à Los Angeles. Et on est à Los Angeles, donc ça y est. Donc là, en fin de compte, elle va rentrer un petit peu, même dans le milieu d'Hollywood. Et on va voir en fin de compte des coulisses apparemment. Et ça peut être ultra intéressant de voir des coulisses de films dans les studios, ce genre de choses. Franchement, gros espoir pour Agent Carter. Et bien sûr, pareil pour les gens de Tomorrow. Si on en parle, ça sera que c'est que mauvais. Hein. On n'en parlera pas si c'est bien. Donc voilà, à part si vraiment c'est exceptionnel et que là Marvel ils ont fait un truc énorme. Ça a des chances d'atterrir en coup de cœur aussi peut-être. Oui, c'est vrai. Peut-être un coup de cœur, on sait jamais. On regardera prendre. Alors par contre là, je sais que globalement, on avait prévu de parler à peu près que de ces séries-là, mais il s'est passé des choses cette semaine. On m'a envoyé des textos, plein de textos. D'ailleurs, je remercie donc Alban qui n'a pas arrêté. Surtout pour me parler de 2 séries qui s'appellent The Expanse et Le Magicien. Donc c'est vrai que j'ai employé ces mots quand il m'a parlé de The Expanse. Il m'a dit que c'est un petit peu le Game of Thrones intergalactique. On prend des choses en fait comme ça, donc des conflits politiques, on va dire des personnages qui peuvent mourir à tout instant. On va dire il y a vraiment une échéance. Quand tu es devant un personnage, tu te dis ah ouais, mais il peut mourir comme ça quoi. Parce que l'espace est beaucoup plus dangereux qu'on le pense en fait. Ah oui, bah là. Et non mais oui. Et d'ailleurs dans The Expanse, je trouve qu'on retrouve un petit peu près cette ambiance ultra glauque qu'on avait dans Alien 1. Ouais. Tu vois vraiment ce genre de choses. Non, sincèrement. Bien plus compliqué, bien plus complexe parce qu'il y a énormément de. Je veux dire, c'est politique aussi. Hein. Oui. Je dis, c'est surtout très politique, c'est pas juste parce que Alien 1, après l'ambiance peut-être, mais. Non, mais je te parle de l'ambiance, je te parle de scénario. Parce que le truc c'est que le Alien 1 il a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. On a beau être dans le futur, on est quand même dans un truc crasseux, sombre, dégueulasse et où la seule chose à faire c'est de survivre. Et là il y a quand même énormément d'enjeux politiques dans The Expanse. On va expliquer un peu le pitch. Donc globalement le pitch c'est simple, il y a la Terre, il y a Mars et au milieu il y a une ceinture. Donc il y a des habitants, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui bossent, qui sont faits que pour ça. Ils sont surexploités. Voilà c'est ça. Et justement la Terre et Mars se partagent en fin de compte la ceinture. Et et donc en fin de compte il y a des négociations. Donc c'est vraiment des trucs politiques. Et moi, parce que du coup les humains ont colonisé en fait Mars et puis cette fameuse ceinture. Et la Terre est
pas en train de dépérir, mais elle est en train de perdre de sa superbe, et c'est Mars qui est en train de prendre le dessus. Maintenant, c'est Mars qui est au-dessus de la Terre et tout ça. Ouais, donc franchement, voilà, j'ai regardé donc les 4 premiers épisodes et franchement j'ai bien aimé, sans déconner, voilà, je conseille. Après, il y en a qui préfèrent la lecture, donc il y en a qui les lisent, voilà, c'est aussi les bouquins. Et moi je vais vous parler d'une autre adaptation qui a été faite par Sci-Fi également, c'est donc The Magician. The Magician, j'ai adoré le pilote qu'ils ont balancé. C'est génial. C'est Sci-Fi aussi, The Magician. Ah ouais, The Expanse et The Magician, c'est Sci-Fi. Donc franchement, gros coup de cœur pour The Magician, qui est, je pense, je suis impatient que la suite sorte. Donc voilà, sans vous détailler, c'est un petit peu quand Narnia rencontre Harry Potter, avec beaucoup plus d'enjeux. Non, sans déconner. C'est super bien foutu, c'est super bien ficelé, c'est aussi une adaptation de bouquin. Je trouve que c'est moche, c'est méchant ce que je vais dire pour Sci-Fi, mais en scénario original, c'est un peu mauvais, Sci-Fi. Quand tu vois ce qu'ils ont fait avec 2 mignonnes, ils partent d'un concept qui peut être génial et puis ils te sortent ça, quoi. Oh là là. Moi c'est Helix. Moi c'est Helix que j'ai arrêté à l'épisode 7 parce que je me suis rendu compte qu'en fait c'est tout le temps la même chose. Ils essaient de contenir le virus, puis ils s'échappent, puis ils le rattrapent, puis ils essaient de le contenir, puis ils s'échappent, puis ils rattrapent, et arrivé au 7e épisode et j'ai vomi. J'ai arrêté. J'ai pas vomi parce que c'est pas mauvais, surtout visuellement, parce que c'est un huis clos dans une grande station, c'est un grand laboratoire au milieu de l'Antarctique. Donc c'est intéressant si tu veux, mais au bout d'un moment, je veux dire, oui, quand t'as vu les 3 épisodes, les 3 suivants c'est les mêmes. Enfin, c'est quasiment la même chose, c'est un peu dommage. Voilà, quoi. Et ça se trouve, la saison 2 est bien, je sais pas. De toute façon, c'est même pas la peine d'essayer, hein, c'est fini. Hein, en vrai, en plus, ça a été annulé. Voilà. Donc voilà, ce genre de série. Defiance aussi, ça a été vu des milliers de fois. Oh putain. On s'est fait chier devant le pilote. Voilà, on avait vu le pilote ensemble, j'ai vu le pilote et je savais qui allait mourir, qui allait faire quoi. Tout avait déjà été vu 100 fois. L'univers avait beau être recherché, écrit, tout ça, intéressant, enfin plutôt bien creusé, quoi, mais au-delà de ça, je veux dire, c'était que des clichés mis les uns au bout des autres, et c'est un peu dommage. Ouais, c'est franchement dès que dommage. Tu voyais le vieux shérif qui entraînait les deux. Non mais c'est vrai, je l'ai dit en plus tous les clichés. Oui. Je l'ai dit, j'ai regardé le machin, je dis tiens, tu vois, lui il va mourir. Il dit pourquoi tu dis ça? Je dis c'est le vieux shérif mentor qui aide les héros. Il va mourir à la fin de l'épisode. Et c'est vrai. C'est même pas trop cliché. Non, il y a beaucoup trop de clichés dans Defiance. Donc voilà, c'était un petit peu donc les tours, voilà, des séries un petit peu, on va dire, qui apparaissent dans la pause hivernale. Moi, je trouve que des fois c'est pas mal, ça permet de combler l'attente, ce genre de choses. Donc voilà, surtout moi je suis impatient de voir Agent Carter. En parlant de série, il y a une série animée qui vient d'arriver, c'est Les Gardiens de la Galaxie. De chez Disney XD. Ouais. Moi je suis fan des Gardiens de la Galaxie, mais j'aime pas le dessin, donc je sais pas si je regarderai. D'accord. Et t'as regardé? Il y a 2 épisodes, ça je les ai regardés, c'est pas trop mal quoi. C'est. Bon, quand même, quand tu finis une série, tu fais. C'est pas bon quand même. Non, voilà, c'est intéressant. Ça reprend un peu sur le film. Ouais. C'est intéressant, mais je m'attendais un petit peu mieux. J'espère que sur la continuité ça se passera mieux. Mais les premiers épisodes. On va être clair tout de suite, la seule série de Disney XD, après je regarde pas tout, mais moi la seule que je regarde c'est Star Wars The Bell. Oui, ça faut regarder. Ça, oui. Voilà. Ça, elle est géniale. Ça, c'est j'ai juste le pilote, j'étais. Oh. Ouais, non, franchement, c'est cool. Bon, voilà, donc on va couper donc sur le focus. Merci en tout cas d'avoir. Est-ce que tu voulais pas parler d'un dernier truc, toi? Les chroniques de Shannara, pendant qu'on y est. Exactement, la série de MTV. Je fais très court, c'est génial. Non, sans déconner. Pareil, tiré d'un bouquin aussi. Tiré d'un bouquin, celui de deux bouquins, de plein de bouquins. En fait, non, c'est. Globalement, la série qu'on voit, c'est adapté en fin de compte du 2e opus de la trilogie originale qui se trouve dans le bouquin trilogie originale de Terry Brooks, Shannara Chronicle. Comme vous voulez, soit vous les lisez, sauf que c'est un petit peu difficile à lire, même si c'est plus facile qu'un Tolkien. Mais par contre, la série, c'est abordable, c'est gore. MTV, ils ont mis les moyens quand même, je trouve. Et on va dire en production, MTV, là, ils se sont surpassés. Moi, la seule série que j'avais accroché à 2 séries, je vais pas mentir. 2 séries de MTV, c'était une série zombie, là. Merde. Death Valley. Death Valley, c'est grâce à toi, qui était cool. Qui était génial, dommage que ça soit annulé. Et puis j'ai adoré Scream. J'ai adoré la saison. Ah oui, Scream, ouais, c'était bien, ouais. Et donc voilà. Donc voilà. Et là, Shannara Chronicle, il rempile, c'est génial, faut regarder. Donc franchement, allez jeter un coup d'œil à Shannara Chronicle. Il y a 4 épisodes de sortie. Foncez.
Donc voilà, bon, on va couper sur le focus, donc sur les séries en fin de compte qui interviennent dans les pauses, et on va tout de suite passer donc au gros de l'émission, le débat sur The Hateful Eight. C'est parti. On est parti donc pour l'avant-l'après, The Hateful Eight, et là, ça y est, on l'a vu. C'est l'après The Hateful Eight. Je vais laisser parler Erwan parce que c'est le cœur qui va parler, messieurs, dames. Non, il n'en peut plus. Comme il ça. n'en peut plus, il veut parler. Voilà. On le sent. Allez, moi, dis-nous ce que tu as à dire. Alors oui, j'aime parler depuis que j'ai 13 ans. Non, parle-nous du film, moi Erwan. C'est le fanboy de Tarantino qui parle, mais il m'a foutu une grande claque dans la gueule, encore. Qu'est-ce que je te dis Non, c'était bien. Putain, j'avais plein d'arguments, maintenant je me sens tout démuni. Il est nu. C'est ça, je me sens tout nu. Non, franchement, il était bien. Il était bien. Je ne sais pas où j'ai lu mes informations de la précédente émission, mais je n'irai plus parce que au-delà du synopsis, ça n'a rien à voir avec un Agatha Christie. Et en même temps, ça aurait été étonnant. Seigneur Dieu, non, c'était génial. Il y a une construction de fou. Il y a des plans de tarés. C'est un huis clos. C'est Reservoir Dogs qui a mûri pendant 20 ans. C'est vrai. D'accord. Ouais. C'est Reservoir Dogs qui a mûri pendant 20 ans mais qui se passe dans le passé. Ouais, non mais c'est ça. Non mais c'est ça, c'est Prédestination. C'est peut-être le plus Tarantino des Tarantino. C'est-à-dire que Tarantino, lui qui adore tout ce qui est... Si on n'aime pas le côté verbeux de Tarantino, tous les passages où les gens discutent, etc., faut pas aller voir le film. Lorsque la batterie s'épuisa, les membres de l'équipe ne se doutaient pas qu'une des tasses fut empoisonnée. C'est ce que je disais. Donc le film, voilà, tu peux pas aller voir le film si t'aimes pas ce côté verbeux de Tarantino. Voilà, c'est ce que je disais. Bref, au-delà de ça, les plans sont magnifiques. Cela dit, je n'ai pas pu aller le voir comme il le voulait. 70 minutes, voilà. Mais les plans restent magnifiques. Pour un huis clos, il y a quand même une inventivité. Je veux dire, il y a une sacrée inventivité. C'est ça le truc. Faut être très inventif quand tu fais un huis clos. Faut avoir des plans. Faut avoir des plans, des endroits où poser sa caméra totalement. C'est ça. Et il y a des c'est plans ça qui est balèze, énormes au-dessus et tout. C'est ça qui est super balèze parce que quand t'as un huis clos globalement, t'es défini par ton endroit. Ouais. Et là, le gars, par sa caméra, repousse l'endroit. Tu te fais pas chier et pourtant t'es dans la même pièce qu'eux. Ouais. Il est fort là-dessus. Alors, je trouve que franchement, sans déconner. Bon, c'est pas sans vous mentir. Erwan, t'as aimé le film, et tu le recommandes. Beaucoup. Voilà, moi je vais vous avouer, comme tu le sais, mon Tarantino préféré c'est Pulp Fiction, et ça c'est sentimental parce que mon père m'a on va dire, fait grandir avec ça. Mon deuxième préféré peut surprendre, c'est Inglourious Bastard, et je crois que là j'ai mon tremplin. J'ai mon troisième film, je crois que c'est la pièce qui me manquait. J'ai adoré celui-là. C'est vraiment, sans déconner. J'avais beaucoup aimé Django en tant que film, mais un petit peu moins en tant que Tarantino, tu vois. Là, j'étais ultra comblé. Putain, mais l'humour dedans, mais oh là là, j'étais mort de rire. La tirade de Samuel L. Jackson. L'histoire. Et magnifique. L'histoire du fils du général. Énorme. J'ai adoré. Mon père était mort de rire. Pareil. Ah non, mais mon gars... C'était trop bien. Franchement, je le conseille plus que amplement. Mais comme Erwan a dit, faut que ça soit un public qui aime le Tarantino, les premiers Tarantino. Pure souche. Ouais, c'est si ça. vous avez aimé Reservoir Dogs, vous aimerez normalement celui-là. Ouais, complètement. Tarantino a fait quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'il a quand même rendu intéressant. Justement un huis clos de 3 heures, enfin un huis clos, un demi-huis clos de quasiment 3 heures. Ouais, c'est ça. À sa manière, c'est génial. Tous les personnages ont envie d'en apprendre plus. Et de toute façon, on a le temps en plus d'en apprendre plus parce qu'à chaque fois, il leur donne. Le personnage qui est un peu le moins exploité, c'est celui de Michael Madsen. C'est un peu dommage, c'est Joe Gage. Celui qui est le moins exploité. Tim Roth. Parfait. c'est la touch anglaise. C'est la touch anglaise. C'est le. Comment dire, c'est un peu le Christopher Waltz de The Hateful Eight. Le Christopher Waltz de Django. Inglourious Bastard dans The Hateful Eight. Ouais. Je vais pas te mentir, il était très bon. Christopher Waltz m'a un petit peu manqué quand même. Christopher Waltz était très bon. Christopher Waltz n'est pas dans le film, mais. Tim Roth, Jennifer Jason Leigh.
est une pute. Non, mais dans le niveau fils de puterie, elle est gigantesque. Ouais, c'est le mal incarné. Elle est géniale. Elle est géniale. Il lui manque une case, mais alors, elle est mythique. Je l'avais dit, j'avais dit, elle est géniale cette actrice, et je suis très heureux de voir que j'avais raison. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Les plans, la Voilà. construction. Moi, j'ai envie de parler un petit peu de la réalisation de Tarantino. Je pense que je vais te laisser la musique. Non, C'est un truc qui te laisse, mais moi, la musique, j'ai bien aimé. Mais moi, je vais parler de la réalisation. Donc, il l'a tourné en 70 mm. Donc, en fin de compte, normalement, un format classique en pellicule, c'est un 35. Donc, il a doublé. C'est un format qui est beaucoup plus large. Donc, il s'est intéressé au paysage. Là, on a un western qui est complètement enneigé. Magnifique. C'est le premier que je voyais, ça m'a dépaysé un petit peu, j'avais jamais vu de western enneigé. Voilà, et surtout, il utilise donc la technique de la bimolette, donc c'est les passages en fin de compte où globalement deux objets sont dans le même plan. C'est par exemple, imaginez, vous avez en fin de compte le focus de ma caméra qui est sur la tasse, mais que finalement il a séparé l'image en deux et qu'il a réussi à faire un focus sur ma deuxième tasse. Donc en fin de compte, ça fait un effet flou en fait autour de tout ça. Mais c'est génial, et il le fait plein de fois, et à chaque fois qu'il le fait, c'est une signification, et c'est super. Franchement, j'ai adoré. Et c'est une chose qui, aujourd'hui, avec le flou au milieu, C'est super difficile avec le numérique. C'est pas faisable avec un numérique. Oui, voilà, c'est parce que le numérique, enfin, c'est quasiment pas faisable avec un numérique, même. Probablement, mais. Parce que le numérique. Aujourd'hui, les caméras d'aujourd'hui peuvent faire un focus sur deux objets éloignés dans le même plan sans le séparer par un flou. Pellicule, pour le coup, t'es obligé. Enfin, c'est le côté flou. Il peut pas faire un focus général sur le. Et pour un film qui sort en 2016 et avoir les coronesses de dire putain, moi je te le fais en pellicule, chapeau l'artiste aussi. Franchement, ouais. Il est génial. Alors, moi, je vais parler. Vas-y, parle de la musique de Erwan. Voilà. Alors là, si je devais parler d'un coup de cœur, ça serait celui-là. Je voulais pas en parler. Je l'avais déjà écouté avant la première émission, mais je me suis dit je vais attendre de le voir et après j'en parlerai. Ennio Morricone, c'est Ennio Morricone donc qui a fait la bande son et j'ai vu quelques westerns. Il reste dans sa, il reste au sommet, le bonhomme. Le bonhomme reste au sommet. Il arrive à délivrer quelque chose de ultra organique et de vraiment en osmose parfaite avec le film. On dirait une vendeuse de dès la première ambiance sonore, il te pose les coronets sur la table et il te dit tout de suite il va y avoir des morts. Ça va péter quoi. La musique te le dit tout de suite, il va y avoir des morts. C'est énorme. C'est génial. Ça c'est énorme. La diligence du film. Ah c'est énorme. C'est génial. La BO est incroyable, ponctuée par quelques musiques vachement sympas que Tarantino a voulu glisser. Ouais, je pense. The White Stripe, Apple Blossom, c'était qui est superbe. Voilà. Il y a des tas de choses. L'image, la photographie. La photographie, on revient en 70 mm. Il a changé son format et c'est super. C'est un tout. Le chapitrage, la construction, le flashback. Oui, enfin, putain, chapitrage. Le climax. Le flashback, le climax, la révélation finale. C'est ce que il y avait un mec qui disait ça sur Twitter. Il disait on aimerait faire comme on a envie à chaque fois qu'on voit Pulp Fiction, Fight Club. On a envie d'oublier la fin pour pouvoir le revoir comme on l'a vu la première fois. Ça c'est vrai. Et là pareil avec celui-là. Pareil. T'as envie de te dire, tiens j'ai envie de le découvrir à chaque visionnage. Mais c'est bien lors de ce deuxième problème technique que le meurtrier sévit à nouveau. Donc conclusion. Tu me laisses faire la conclusion ? Je te la laisse et après on passe au focus. D'accord, conclusion. Bon, je suis généreux. Merci beaucoup. Donc The Hateful Eight est pour moi l'un des tout meilleurs de Tarantino. Voilà, si vous aimez Reservoir Dogs, vous aimerez normalement. C'est Hateful Eight, c'est Reservoir Dogs avec 20 ans d'âge en plus. C'est superbe, la musique est magnifique, c'est magistralement filmé, magistralement joué. Qu'est-ce que je veux dire ? Filmer un bain de sang pareil entouré de ce blanc immaculé, c'était tout simplement génial. Et voilà, et c'est 3 heures. Si vous aimez le Tarantino pur et dur avec des dialogues percutants, des personnages tout simplement géniaux, dont on a envie d'en savoir plus sur eux, même s'ils parlent pendant 2 heures. Je veux dire, Tarantino arrive à nous intéresser à l'histoire d'Amérique à sa manière, comme il l'avait fait d'une certaine manière avec Django sur la traite négrière. Là, c'est ce climat de guerre froide après la guerre de sécession. Voilà, on est dans une mise en scène tout simplement géniale. Et puis voilà, c'est un excellent film et franchement, je le conseille à beaucoup de gens. Je n'ai rien d'autre à dire dessus, il a fait le tour. Globalement, vous avez vu qu'Arthur n'a pas participé, tout simplement parce qu'il ne l'a pas vu. Et c'est globalement ce
avant-après était une manière de lui vendre le film. Donc, comme vous avez pu l'apercevoir, on a essayé de pas trop spoiler. Donc voilà. Gentil, merci. Voilà. Ok, on passe au coup de cœur spécial Sherlock. C'est parti. C'est parti donc pour le coup de cœur spécial, l'épisode de Sherlock qui est sorti donc dernièrement, donc le 1er janvier je crois. Oui. Donc on est parti. Allez, dis-nous, tu l'as aimé cet épisode ou non? Oui. Merci. Allez, au revoir. Merci, bonsoir. Mais non, il est très très bon, il est très très bon chroniqueur. 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 Le mec fait des cônes. Des C'est cônes. toi les fameux oranges sur le bord de la route. cônes et bon, voilà, on va. Non, sans déconner. Alors, qu'est-ce qui t'a plu dans l'épisode de Sherlock? À peu près tout, toujours l'intrigue des enquêtes. Le côté retour du coup époque victorienne. Voilà. Très intéressant, on va dire la base du Sherlock, quoi, j'ai envie de te dire. La vraie nature de. Ouais, voilà, tu sais, c'est cette ambiance. Oui, époque victorienne, oui, voilà. Oui, voilà, merci. Non, j'ai adoré, franchement, ça m'a rappelé par contre un petit peu l'épisode des chiens de Baskerville. Un peu ce côté surnaturel de la chose qui. Comment? Non, je dis ça, c'était cool là. Ouais, tu sais que genre il y a toutes les preuves pour y croire, mais lui il dit non, j'y crois pas, il va enquêter là-dessus, il va insister, et puis du coup c'est cet épisode-là que j'ai bien aimé, les personnages que tu retrouves du coup, les personnages du temps moderne que tu retrouves aussi à cette époque-là, à l'époque victorienne. Oui, voilà. 3 fois que je le dis, mais bon. Oui, c'est pas grave. J'insiste. Hein. Et du coup, ouais, ces personnages que tu retrouves, personnages secondaires qui sont pareils, qui ont un très bon rôle que j'adore. Quoi dire d'autre? Sherlock, toujours du grand Sherlock. Oui, c'est vrai que Benedict Cumberbatch est très bon. Bon, tiens, je vais laisser passer la parole à Mr. Erwan, vite fait. Rapidement, parce que moi j'ai déjà dit à peu près ce que je... Enfin, Oui. j'étais très vague. Parce qu'en fait, moi je disais je pense qu'il fallait un deuxième visionnage pour être sûr, parce que c'est vrai que c'était quelque chose de c'était un épisode très dense. Ils ont mis beaucoup de choses dedans, la construction était plutôt intéressante. Faire de cet épisode ce qu'ils en ont fait, j'ai trouvé ça vachement bien au moment où tu te rends compte. Tu peux le dire. Hein, je le dis. Ah oui, c'est vrai, tu je peux le dire. spoil. Voilà. Bon, le fait qu'au final, c'est qu'une construction du palais mental de Sherlock qui se passe 5 minutes après la saison 3 et donc quelques minutes avant la saison 4, j'ai trouvé ça vachement intelligent pour faire ça comme pour ça. basculer sur la saison 4, oui, je trouve ça super. Et donc j'ai revu les quelques scènes, etc., qui m'intriguaient, que j'avais trouvé assez étranges, etc. Au final, c'est super bien filmé. Puis de toute façon, on a un épisode tous les 20 ans, on va pas... Non, je suis d'accord. On va pas se... Tu vois, c'est ça aussi. Mais c'est très bien, voilà. Mais par contre, voilà, moi je suis d'accord, c'est un bon épisode. Après, franchement, dans la série, c'est pas celui que j'ai le plus aimé. Non. Voilà. C'est celui qui est intéressant quand même. Pour moi, c'est celui qui est intéressant. Je te dis mon avis. Mais c'est comme Juju, je dis un truc. Non, mais t'as pas le droit. Non, il était intelligent, mais c'est vrai que c'est pas le meilleur des épisodes qu'ils ont fait jusque-là. Bon, globalement, je vais dire que je vais aimer parce que sinon je vais me faire taper dessus par Amy. Ah oui, d'accord. Oui. Mais non, sincèrement, je l'ai bien aimé, mais après, en fait, je m'attendais quand tu disais, il faut le voir une deuxième fois, tout ça. Non, moi, je pensais je pense que. Mais moi, je vais pas te mentir, j'ai pas envie de le revoir une deuxième fois. Il est mieux passé la deuxième fois pourtant. Ouais. Ouais, tu vois, bien. Que tu vois peut-être que tu me confirmes. Mais parce pour que le moment, je suis comme ça. Tu vois plus de choses en fait. Moi, là, revisionnage des deuxième fois les scènes qui m'intriguaient, tu vois plus de choses. Tu perçois plus de choses. Bon, j'essaierai de faire un effort. Il est sympa. Mais bon, très. Voilà quoi. Après, c'est un bon épisode, mais je trouve que l'attente est trop longue. Pour l'épisode, on n'a qu'1h30 sur 3 ans, ça me fait mal au cul quand même. Vous parliez de Benedict Cumberbatch, moi je voudrais saluer la performance d'Andrew Scott encore une fois, qui était tout simplement génial et je veux voir ce mec partout, mais partout, tellement il est talentueux. Et moi j'ai bien aimé Martin Freeman dedans. Mais ils sont tous excellents. Mais je dis Andrew Scott parce que on le voit pas beaucoup dans Sherlock et pourtant à chaque fois qu'on le voit, il délivre des performances assez incroyables et je dis là pour le coup il était encore une fois excellent. Mais mais quand même on va dire ce que j'ai beaucoup aimé dans l'épisode. Vraiment, pour moi, il se démarque des autres. C'est le côté victorien, tout ça, et le côté scénaristique du palais. En fait, vous avez dit les 2 points positifs. Après, globalement, je l'ai trouvé quand même assez classique comme épisode. Voilà quoi. On s'attendait finalement que le surnaturel, ça allait pas être du surnaturel, ce genre de choses. Ça, on s'attendait. Donc voilà quoi. Après,
franchement, je vais faire un effort, je vais essayer de le revoir, mais globalement, l'envie n'y est pas. Par contre, revoir The Hateful Eight, là, pas de souci. Bah là, sans déconner, franchement. Et sûr. pourtant, il y a 3 heures de film. Donc, non, bah ouais. Pareil, c'est dense. Dans le fourmillement de dialogue qu'il y a au milieu de tout ça, il y a forcément des choses à réécouter, à mieux comprendre, parce qu'il y a forcément, non seulement il critique l'Amérique de l'époque, il parle de l'Amérique de l'époque, mais il parle aussi de la société d'aujourd'hui. Ouais. Et c'est ça qui est très très intéressant Non, aussi enfin, avec Tarantino. On va pas revenir sur The Hateful Eight. Excusez-moi, parce qu'on a un bon débat déjà On va en là-dessus. parler 3 heures. Ouais, bah écoutez, quand je vois le timer, ça va être déjà l'heure en fin de compte de se quitter, les amis. Voilà. Je tiens à signaler que on reviendra très prochainement pour le mois de février avec le film en fin de compte qu'on fera avant-après. Il n'y a pas de doute, c'est Deadpool. Voilà, et puis bien sûr les focus, vous les saurez au dernier moment. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très 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 vite. Ciao mes petits loups. Le thé était bon les gars. Arthur était le seul qui buvait du café.